Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pour une autre histoire. Considérer le cinématographe comme un art après un siècle de débats n'est pas forcément une chose acquise. À l'exception des initiés, ceux qui font du cinéma, qui écrivent et ou réfléchissent sur le cinéma, qui oseraient parmi le grand public mettre les noms d'Hitchcock, Chaplin, Visconti, Wells, à côté et sur le même plan de considération, les noms de Rembrandt, Hugo, Mozart, Raphaël, Faulkner. Tel est bien l'enjeu des Histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, entreprise visant à interroger le cinéma comme art, à s'interroger sur l'artisticité du cinéma, comme le formule clairement Dominique Paigny. Comme le Moyen-Âge, écrit André Malraux, bien que par d'autres voies, notre temps est un temps de commémoration. Au regard de cette affirmation, Godard s'inscrit pleinement dans son temps. L'idée est de placer le cinématographe très haut, si haut qu'il lui soit possible d'égaler et même de surpasser les autres arts, ce fut le cas au cours du XXe siècle selon le cinéaste, aussi noble soit-il. Pour ce faire, Godard propose de constituer une histoire du cinéma. L'idée pourrait sembler a priori un peu banale, en comparaison avec les nombreuses histoires du cinéma qui ont été écrites à travers le monde. Mais Godard expérimente l'idée qu'il est possible de faire cette histoire d'une toute autre manière que celles qui ont été faites par les historiens jusqu'alors. Ainsi, les histoires du cinéma, comme le dit leur auteur, constituent un essai, c'est-à-dire une tentative de faire de l'histoire autrement. Godard propose d'utiliser la comparaison. Il compare le cinématographe aux autres arts et en particulier à la peinture. L'idée pour lui n'est pas nouvelle. Déjà dans les années 50, il établit ce type de rapprochement dans son travail de critique exercé au Cahier du cinéma ou à Art. Presque 50 ans après, il revient sur cette période prenant la figure emblématique de Gilles Deleuze. C'était une certaine culture classique composée d'un peu de tout, où on pouvait aimer Pascal, Faulkner et Cézanne, et le cinéaste d'ajouter, nous on rajoutait Renoir, Hawks ou Eisenstein. Mais adopter ce point de vue ne se fait pas sans mal. C'est un travail assez solitaire parce qu'il n'intéresse pas vraiment un historien d'aujourd'hui, même un historien d'art. Affirmons-le d'emblée, seul Malraux fait figure de précurseur. Le rapprochement le plus simple que l'on puisse établir entre les deux artistes se focalise sur le travail effectué à partir de reproductions d'œuvres d'art. Comme le constate à nouveau Paigny, la base du travail comparatif de Malraux repose sur des reproductions photographiques des chefs-d'œuvre des arts picturaux, architecturaux et sculpturaux. Dans cette même perspective d'un travail comparatif, Godard utilise la reproduction, vidéo, diapositive, photo, en vue d'extraire des scènes de films cinématographiques ou citer des œuvres d'art pictural. L'idée de travailler sur de tels supports l'invite à une utilisation beaucoup plus souple pour effectuer un travail de montage dans cette perspective comparative. En outre, l'idée sous-jacente d'un travail d'historien propre à Malraux et Godard fondé sur les reproductions est de l'ordre d'une histoire mémorielle. Youssef Icharpor relève à propos du système employé par Godard. Pour l'histoire, le temps est une ligne droite le long de laquelle il y a les événements. Mais la mémoire est verticale. Or, si Godard devient historien comme Malraux dans ses écrits, cela ne tient pas au fait de s'appuyer sur des faits historiques, considérant l'histoire comme une ligne horizontale sur laquelle viendraient se poser les événements, mais sur une utilisation originale de la mémoire. À la question de savoir si ces histoires du cinéma sont une histoire ou une mémoire du cinéma, le cinéaste affirme que c'est la même chose. De la mémoire au musée imaginaire. Pour cerner la démarche de Godard, on repensera plus spécifiquement au musée imaginaire de Malraux qui n'est autre qu'une mise en pratique de sa propre maxime énoncée dès 1922. Nous ne pouvons sentir que par comparaison. Ce musée imaginaire est l'établissement de rapports d'objets d'art que l'on va tout à coup comparer. On rassemble le tout. Ce musée n'est pas forcément un musée abstrait. Il s'établit au contact des œuvres par leur connaissance résultant de leur contemplation. D'où ceci. Le musée imaginaire fonctionne sur le principe de la mémoire. Il s'agit bien de se souvenir de ce que l'on a vu. Ce qui a été au contact du spectateur opère sur sa mémoire, construisant une identité propre à chacun, cette identité n'étant réductible à aucune autre, même issue d'un semblable contexte historique et ou spatial. L'idée de Malraux affirme que chacun a son musée imaginaire.
Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas avec ce que Malraux lui-même met dans son musée, mais de fabriquer soi-même son propre musée. Si l'ouvrage de Malraux n'est qu'un exemple, il est le premier de tous, d'où son intérêt. Il y a là un phénomène de capture de la mémoire universelle ramené à un seul homme, certes redéployé dans un ordre se voulant totalement factice, mais revendiqué comme tel. Paigny met à jour ce qui fait le lien direct entre le travail de Malraux et celui de Godard. Godard a toujours fait délibérément œuvre de recyclage et d'hommage. Ainsi, son travail, intitulé Histoires du cinéma, est l'entreprise qui concerne le plus directement les cinémathèques contemporaines car elle articule préservation et monstration de manière inédite. Les Histoires du cinéma sont des programmations de nombreux extraits de films, comme si Godard avait trouvé de somptueux et antiques fragments filmiques et qu'il les avait rassemblés selon des principes qui transforment et qui métamorphosent. Godard s'inspire donc du travail de l'écrivain. Son livre Les Voix du silence dans lequel il expose son musée imaginaire est sans cesse cité dans la bande-son des Histoires. Noël Nel écrit également « Je vois en Godard le digne continuateur de l'Anglois Benjamin et Malraux, donc de tous ceux qui au XXe siècle ont inscrit les expériences muséales dans le réel et dans l'imaginaire. Car Histoires du cinéma exige le musée imaginaire. Par conséquent, ces Histoires sont centrées sur l'idée d'un musée personnel, subjectif, mais qui acquiert une charge universelle. C'est eux que sont les Histoires du cinéma. Il s'agit d'un film construit sur 10 ans, de 1988 à 1998. Il se compose de 8 courts-métrages organisés en chapitres, d'une durée totale de près de 4h30. Voici les titres de ces chapitres et les thèmes généraux qui y sont abordés. 1 à toutes les histoires 51 minutes, Hollywood. Le stalinisme, le fascisme et le nazisme. 1b une histoire seule 42 minutes, le cosmétique. La photographie. Le christianisme. L'oppression. Le réel. 2a seul le cinéma 26 minutes, la cinéphilie. La projection. Le voyage cinématographique. 2b fatale beauté 28 minutes, la fabrication du mythe. Le cinéma, un mystère. La création. La mort du réel. 3. La monnaie de l'absolu, 26 minutes, dénonciation de l'horreur. Édouard Manet. Cinéma de résistance et d'occupation. Hommage au cinéma italien. 3b une vague nouvelle 27 minutes, une vérité non transmissible. Brodel. L'Anglois et la cinémathèque. La cinéphilie. 4 a le contrôle de l'univers, 27 minutes, penser avec les mains. Hitchcock. L'identité du cinéma. 4b les signes parmi nous, 38 minutes, la matière invisible. L'indicibilité face à la réception d'un film. Pamphlet contre la France. Du temps présent. Histoires du cinéma est un montage de sons et d'images provenant de différentes sources. En plus d'œuvres appartenant au domaine des beaux-arts qu'on évoquait plus haut, il y a avant tout les films appartenant à l'histoire du cinéma proprement dite. Godard en sélectionne 400 environ et les cite en empruntant une ou plusieurs images de chaque film. Il y a aussi des extraits des actualités cinématographiques d'époque et des images télévisées. La bande-son fait l'objet du même type de montage. Extraits de films, voix de Godard, d'acteurs ainsi que d'autres artistes, metteurs en scène, écrivains. Il y a aussi des extraits de musique, classique ou contemporaine, ainsi que des chansons. Elle comprend également certains bruitages enregistrés par Godard. Un parti pris de distanciation. On l'a compris. Dans ses Histoires, Jean-Luc Godard met en scène une façon très spécifique de raconter l'histoire du cinéma. Pour tenter de percevoir les enjeux adoptés, et avant même d'aborder le film sous l'angle spécifique de cette étude, il convient de comparer cette mise en scène avec le théâtre tel que l'entend Brecht. Pour ce faire, on s'aidera du texte de Benjamin, « Qu'est-ce que le théâtre épique ?» en vue de mettre à jour les similitudes entre le travail de Brecht et celui de Godard. Tout d'abord, même si Godard ne renonce pas à créer parfois, et de façon admirable, du sensationnel, les Histoires, dans une large mesure, refusent de l'établir comme un but. Ce refus tient en deux choses. Mettre à jour les articulations, c'est-à-dire les moyens et conditions de création, souligner l'aspect de l'étape créative à l'intérieur même de la finition de l'œuvre d'art, effectuer une mise à nu du procédé créatif comme le précise Aumont.
D'où les apparitions de plans-textes comparables aux cartons du cinéma muet sur lesquels apparaissent les dialogues, mais comparables également aux panneaux et légendes brechtiens pour, comme le confirme Benjamin, enlever tout caractère émotionnel. En outre, dans le théâtre brechtien, le héros se veut non tragique. À l'exception du héros allégorique que constitue le cinématographe, il n'y a pas de héros tragique à proprement parler dans les histoires S. Il en résulte un détachement, une distanciation, opérée sur le sujet même du drame. Benjamin écrit encore : l'art du théâtre épique consiste à provoquer l'étonnement plutôt que l'identification. Le film de Godard va au-delà du théâtre brechtien puisque ses interférences, ses interruptions venant court-circuiter le drame, sont la base d'une nouvelle dramaturgie, celle du chaos opéré par la rencontre du cinéma et de l'histoire du XXe siècle. Cette dramaturgie a lieu dans un parallélisme effectué entre le cinéma et les arts. Tantôt ce chaos ne trouve pas d'échappatoire, ce sont les instants irréductibles de l'horreur de l'histoire, tantôt il débouche sur une nouvelle harmonie, c'est la présence de l'art. Enfin, la position même de Godard adoptée dans ses histoires S se trouve en écho par rapport au protagoniste brechtien. Ce personnage n'est pas un héros. Godard inscrit sur l'écran l'histoire, pas celui qui la raconte, un B. En effet, l'identification entre le spectateur et le conteur interprété par Godard n'est pas possible. Celui-ci recouvre plutôt la forme du sage, du penseur dans le théâtre épique, c'est-à-dire d'un personnage faisant le lien entre le drame et le spectateur, une sorte de médiateur ou de guide. Godard déclare : « Moi je ne suis que l'archiviste Clio qui fait parler les archives entre elles. » Le temps cinématographique. Une partie non négligeable de critiques, de théoriciens et de praticiens du cinéma considèrent l'art du cinématographe avant tout comme l'expression du temps, soulignant le caractère intrinsèquement temporel du cinéma. Jean-Louis Schaeffer écrit par exemple : « Je reste persuadé sans naïveté que ce qu'a très tôt dégagé la poétique du cinéma est fondamentalement une expérience temporelle sur la durée. » Également, ou bien tout cela n'est-il pas d'abord cette espèce de don d'un temps ? Cette première singularité, la perturbation de la figure en mouvement, écrit encore Schaeffer, née d'imperfections techniques a été corrigée par tous les effets de montage. Les successions, déroulements, superpositions ne gèrent ni du mouvement ni des formes narratives mais des imaginaires temporels. Le temps est devenu plastique. On peut évoquer également le point de vue d'André Malraux qui affirme à propos des films que nous découvrons même que notre civilisation possède des sanctuaires du temps, comme des lieux de culte. Aussi, dans l'hypothèse que le cinéma est avant tout du temps, Godard s'interroge sur l'idée de la temporalité comme moteur du cinéma. Peut-on raconter le temps en lui-même, comme tel et en soi ? Non, en vérité ce serait une folle entreprise. Un récit où il serait dit « le temps passait, il s'écoulait, le temps suivait son cours et ainsi de suite ». Jamais un homme sain d'esprit ne l'obtiendrait pour une narration, de B. Il est sous-entendu que le cinéma sert de voile à l'expression du temps qui, lui, ne peut se dire de lui-même. Enfin, Youssef Icharpor met en avant la réponse de Godard à sa propre interrogation en affirmant que le cinéma n'est pas à l'abri du temps mais est l'abri du temps. 4b. Que le cinéma raconte, oui. Et ce sont les histoires qui font tenir le spectateur. 4b. Mais le phénomène le plus intime, le sentiment du spectateur le plus inconscient, est bien cette expérience faite d'une temporalité unique. Car nous avons besoin de vivre des temps multiples. Le nôtre, le temps rationnel, est trop linéaire, trop pesant, n'offrant aucun temps mort, aucune rupture, aucune parallèle. Godard, à la toute fin de ses histoires du cinéma, livre l'enjeu même de son film. Parce que je tente dans mes compositions de montrer une oreille qui écoute le temps. La mort étant déjà comprise dans mon temps, je ne puis en effet qu'être l'ennemi de notre temps. 4b. Le temps des arts. En reproduisant des œuvres d'art sur le support commun de la vidéo, c'est l'ensemble du monde artistique qui recouvre une dimension temporelle. Icharpor mentionne que lorsqu'avec l'effondrement de l'âge classique, il a fallu accepter le Moyen Âge avec la Grèce et Shakespeare, Cervantes et Sophocle ensemble, on a été obligé d'admettre la relation intrinsèque de l'art avec le temps. Le travail esthétique essentiel de cette histoire se définit dans et par le travail du temps. Si le temps est un grand créateur, comme l'affirme Chaplin dans Limelight, le cinéma devient un grand créateur de temps.
On a donc choisi de travailler spécifiquement sur la notion de temps, et plus exclusivement sur celui des arts. Le cinéaste décide, dans l'acte même de faire son histoire du cinéma, de s'approprier ces formes esthétiques du temps. Il part de l'œuvre d'art seule et construit une temporalité qui lui est inspirée par l'œuvre elle-même, donc une temporalité toujours esthétique, pouvant aussi déborder sur un aspect plus historique, psychologique, social. Ce sont donc des histoires construites surtout à partir du domaine du ressenti et de l'émotion. Ici, le terme temps est une notion intrinsèquement plurielle, et portée en avant. Ce S mis entre parenthèses et ajouté au terme histoire rend compte de cette complexité et cette ambiguïté que recouvre le terme temps. Il est donc intéressant de voir que le mot histoire S exprime tour à tour, de façon distincte ou bien confondue entre elles, les notions temporelles d'éternité, d'intemporalité, de fixité, de réel, de continuité, ces notions étant applicables par la voie du cinématographe tant au visuel qu'au sonore, tant à l'image qu'au langage, par le support même de la vidéo. Les plans des extraits de films de l'histoire du cinéma peuvent ne plus exprimer la même chose entre eux lorsqu'ils se voient tout à coup réunis dans les histoires S, ou lorsqu'ils sont séparés et remis dans leurs œuvres initiales respectives. De même, l'apparition de textes, de phrases rappelant les cartons du cinéma muet n'implique pas la même dimension temporelle entre eux que des cartons pris dans une fiction plus classique. Cet ouvrage est donc la confrontation, l'articulation, l'interrogation des notions recouvrant celles évoquées à propos du terme histoire S, entendu comme temporalité, avec celles évoquées à propos du terme cinéma entendu comme esthétique du temps. Jacques Aumont écrit « Il n'y a pas de conservation cinématographique, le cinéma est un opérateur d'histoire, un historien et même privilégié, sans art, ou mieux dit sans opération poétique, sans création d'énoncés filmiques. » Ainsi pour parler du cinématographe, Godard décide-t-il d'opérer un choix orienté tout entier dans l'œuvre d'art plutôt que dans la théorie explicite. C'est une justification de l'art par l'art. Justifier Hitchcock par Manet, Wells par Faulkner, Eisenstein par Mozart. Aumont dans son livre parle d'une justification par les œuvres. Ceci posé, il reste à définir ce que les multiples temporalités des histoires du cinéma mettent en œuvre. Effectivement, même si le film constitue une œuvre d'art à part entière, d'où l'intérêt porté sur la temporalité qui s'en dégage, le film est aussi, comme il a été dit plus haut, un essai, c'est-à-dire ayant une dimension du discours, voulant signifier un point de vue. Comme l'écrit Aumont à propos de ses rapports d'images, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à la métaphore. Jusqu'où vont-ils ? Ou formulés plus spécifiquement dans la perspective de cette étude, qu'engendre dans le domaine de la réflexion le temps des arts dans les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard ? Pour ce faire, il s'agit de s'intéresser au cadre du film. Cadre HISTORICOPHYSIOLOGIQUE, des histoires du cinéma. Lorsque Godard affirme que le cinéma considéré en tant que forme esthétique est l'affaire d'un siècle, c'est aussi bien l'histoire du XXe siècle tout entier qui est convoquée que celle de la période couvrant également la deuxième partie du XIXe et la première partie du XXe, allant un peu au-delà avec la nouvelle vague. On peut ajouter d'emblée qu'il est finalement plus question de cette seconde histoire que de la première, même si celle-ci n'en est pas exclue. Comme l'affirme Serge Danet à propos de cette histoire du cinéma, ça a commencé bien avant. C'est le sens du mot histoire au pluriel, de âme. Le cinéaste remonte alors si loin, essentiellement pour deux raisons. 1. La fin de Fatale Beauté de B met à jour l'idée qu'on cherche à inventer le cinématographe au cours de cette deuxième partie du XIXe siècle, certes d'abord inconsciemment, mais auquel les recherches d'alors, scientifiques et autres, vont aboutir. Les recherches scientifiques empruntent la voie de la reproduction d'une part, de l'étude du mouvement de l'autre. S'ajoutent à cela des recherches relatives à la création de nouveaux spectacles. Les temps sont à l'euphorie généralisée selon Benjamin, seconde figure inspiratrice des histoires Tous ces mouvements se retrouvent tout à coup sur le même chemin, et ce sans savoir qu'ils le sont, fusionnant dans l'invention du cinématographe. Cette invention est aussi le résultat mêlé de plusieurs aspirations séparées parmi les autres arts. Selon les histoires l'impressionnisme vient de créer le personnage de cinéma à travers Manet, ainsi que la relation originale entre le spectateur et le nouvel art, 3A. Ensuite, la littérature s'accomplit dans la forme du roman, Balzac, Zola, Flaubert, Poe, Wilde,
et donne au cinématographe sa fonction première, celle de raconter des histoires. 1b. Enfin, la photographie arrivant à maturité offre la possibilité de coller au réel, de le reproduire de manière si intime que cela en devient révolutionnaire. 2b. Au final, pour Godard, le cinématographe aborde son déclin artistique après la nouvelle vague. 3b, même s'il y a bien dans ses histoires quelques films qui outrepassent cette période, 1958 à 1963, comme des météores d'un reste de la planète cinéma. La rupture, entraînant la fin du cinématographe d'après Godard, est marquée par la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que l'existence des camps de concentration et d'extermination nazis. De ce point de vue, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.